Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une approche vraiment essentielle pour accompagner les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme et plus particulièrement leurs compétences motrices. C'est une approche qui peut vraiment changer la donne pour l'autonomie et l'apprentissage au quotidien. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, partons d'un geste tout bête, enfiler un pantalon. On n'y pense jamais, bien sûr, ça nous paraît totalement automatique. Mais en réalité, ce simple geste est une chorégraphie incroyablement complexe, une suite d'actions motrices qui, pour certains, peut représenter un vrai défi. Dans cette première partie, on va justement poser le décor, on va voir à quel point les difficultés motrices sont en fait très présentes dans le trouble du spectre de l'autisme et surtout, quel est leur impact. Et le premier chiffre, il est assez frappant. Plus de la moitié des personnes avec un TSA obtiennent un score qu'on qualifie de pathologique au test de motricité. On ne parle donc pas d'une petite maladresse, on parle d'un enjeu qui est vraiment majeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pathologique? Regardons un peu cette courbe. Le score moyen, normal, il est à 0, au milieu. Eh bien, un score qui est en dessous de -2, c'est là que se situe plus de la moitié des personnes avec autisme. Ça indique un décalage qui est vraiment très important par rapport au reste de la population. C'est un vrai défi de développement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces difficultés, elles ne sont pas juste une phase. Non, elles apparaissent très tôt, elles continuent à l'âge adulte et elles ont des conséquences hyper concrètes, parfois même invalidantes. Que ce soit pour des gestes de tous les jours comme s'habiller ou pour des choses plus scolaires comme l'écriture par exemple. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, on peut passer à la solution. Et il existe une manière complètement différente d'aborder la question. C'est ce qu'on appelle la psychomotricité fonctionnelle. D'abord, un petit mot sur le terme psychomotricité. En fait, c'est très simple. C'est le mouvement volontaire, celui qu'on décide de faire, qui est dirigé par une intention. C'est tout simplement ce lien fondamental entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Revenons à notre fameux pantalon. Pour réussir ce simple geste, il faut en fait mobiliser tout un tas de fonctions. Il faut de l'équilibre pour tenir sur une jambe, de la planification pour savoir dans quel ordre faire les choses, de la coordination, une bonne organisation dans l'espace. C'est un véritable orchestre que le cerveau doit diriger. Et c'est là qu'il y a un changement radical de point de vue. L'approche qu'on pourrait dire traditionnelle, elle essaye de réparer chaque instrument de l'orchestre séparément. L'approche fonctionnelle, elle, dit « stop, oublions ça ». On va plutôt apprendre directement à la personne à jouer le morceau qui compte pour elle. C'est-à-dire réussir la tâche concrète de la vie de tous les jours. L'image ici, elle est très parlante. On arrête de se focaliser sur le problème, sur ce qui cloche. On vise la réussite, on vise la compétence, la fierté d'y arriver. Le but, ce n'est plus de corriger un déficit, mais de construire un succès. D'accord, c'est une belle philosophie, mais concrètement, comment on s'y prend? Cette partie, c'est le mode d'emploi. On va voir les 3 principes d'action qui sont absolument fondamentaux pour enseigner un geste. La base de tout, c'est de comprendre comment on apprend un geste, n'importe qui. C'est toujours en 2 temps. D'abord, le cerveau crée une sorte de recette du mouvement, ce qu'on appelle un schéma moteur. Et ensuite, il faut répéter le geste pour que cette recette devienne un automatisme. Et voici donc les 3 règles d'or. La première, qui est vraiment la plus importante, c'est l'apprentissage sans erreur. On ne laisse pas la personne essayer et se tromper, parce que ça enregistre la mauvaise recette dans le cerveau. Non, l'accompagnant guide le geste pour que seul le bon mouvement soit effectué. Deuxièmement, on félicite, on renforce immédiatement chaque succès. Et enfin, on pense tout de suite à la suite. Il faut s'assurer que le geste appris dans la cuisine puisse être refait dans le salon. À partir de ces 3 grandes règles, 2 grandes méthodes d'enseignement se dessinent. Elles ne s'opposent pas. Au contraire, elles sont juste adaptées à des profils d'apprentissage différents. La première, c'est l'approche sensorimotrice. Elle est idéale pour les personnes qui ont du mal avec les longues explications verbales. L'idée ici, c'est d'utiliser le corps pour apprendre au corps. On va guider physiquement le mouvement pour que la personne le ressente de l'intérieur, qu'elle l'intègre. Et dans cette approche, il y a une technique qui est surpuissante. C'est le chaînage arrière. Ça peut paraître bizarre, mais c'est génial. L'aidant fait tout le geste avec la personne, sauf la toute dernière petite étape, que la personne finit toute seule. Et là, bim! Réussite immédiate, c'est super motivant. Et puis une fois que c'est acquis, on recule d'une étape, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la chaîne du mouvement soit faite en autonomie. Et puis on a la deuxième méthode, l'approche cognitive. Là, on s'adresse plutôt aux personnes qui sont à l'aise avec le langage, qui aiment bien lire. L'idée, c'est de s'appuyer sur cette force. On va mettre des mots sur les gestes, on va créer une sorte de procédure verbale qui va servir de guide pour l'action. Et voilà un exemple très concret de ce que ça peut donner.
Ce script moteur, il décompose une tâche qui est quand même assez complexe en étapes toutes simples qu'on peut se dire à soi-même. C'est comme une petite voix intérieure qui guide le geste. Et la petite trouvaille, Zimzam, c'est juste génial. Ça donne une image, un son au mouvement du couteau. C'est clair, c'est facile à mémoriser et ça marche. Bien, pour finir, essayons de prendre un peu de hauteur pour bien saisir la philosophie générale qui se cache derrière ce type d'accompagnement. S'il y avait quelques points à retenir, ce serait cela. Ce soutien, il doit commencer tôt et durer dans le temps. Il doit se concentrer sur des gestes qui servent vraiment au quotidien. L'approche, bien sûr, doit toujours être sur mesure. Et par-dessus tout, la posture de l'aidant n'est pas celle d'un prof qui corrige, mais bien celle d'un allié, d'un soutien qui aide la personne à participer et à réussir par elle-même. Et on va se quitter sur cette question qui est vraiment au cœur du sujet. En fait, en changeant de regard, en passant de la réparation des défauts à la construction des compétences, on ne change pas juste une technique, on change toute une philosophie. Et c'est peut-être ça finalement la clé pour permettre à chaque personne de libérer son plein potentiel.